Afrique des libertés, bonsoir. Je voudrais vous donner lecture d'un éditorial que j'ai spécialement préparé pour votre attention. Merci d'écrire Good Live et de partager, ce live consacré à donner lecture d'un éditorial sur le duel franco-russe en Afrique. Merci encore à tous et à toutes d'écrire Good Live et de partager. C'est le texte d'un éditorial que j'ai publié aujourd'hui sur ma page Facebook Franklin Nyamsi, mais dont je voudrais vous donner une lecture, afin que nul n'en ignore. Vous écoutez en attendant Sheikh Smith qui chante Douga. Le duel franco-russe a davantage lieu en Afrique qu'en Eurasie. Le duel franco-russe a davantage lieu en Afrique qu'en Eurasie. Afrique des libertés, bonsoir. Voici la lecture que je voudrais vous donner du texte d'un éditorial que j'ai écrit aujourd'hui à l'adresse de la presse géopolitique internationale, mais dont j'aimerais vous faire entendre la teneur. Il est intitulé « Le duel franco-russe a davantage lieu en Afrique qu'en Eurasie ». Le nouveau chef d'état-major de l'armée française, anciennement chef d'état-major particulier du président français, vient d'annoncer urbi et orbi que les Français devraient s'attendre à un choc avec la Russie dans les 3 ou 4 prochaines années. Dans sa déclaration, le général Fabien Mandon n'a pas manqué d'ajouter que de nombreux petits chocs tests entre les deux forces ont déjà eu lieu, notamment à travers des proxies. C'est cette précision qui inspire la thèse majeure de notre présente chronique. Nous nous efforcerons dans les lignes qui suivent de montrer que, contrairement aux apparences, la montée en tension du langage diplomatique du gouvernement Macron contre le gouvernement russe de Poutine ne trouve pas ses véritables fondements dans la guerre russo-ukrainienne. Les véritables causes de ce duel, de plus en plus rude, sont à trouver dans la compétition des puissances eurasiennes en Afrique. Notamment, il faudrait creuser dans la faillite du modèle néocolonial français monté par le général de Gaulle à l'issue de la pseudo-décolonisation des anciennes colonies et anciens territoires français dans les années 60, pour comprendre les raisons majeures de la fragilité et de la fébrilité française face au renouveau et à la montée en puissance des relations russo-africaines. En effet, le duel franco-russe actuel a toutes les allures d'un conflit eurasiatique, dû à l'alignement de la France derrière les positions de l'OTAN, véritable parraine de l'Ukraine, dans sa volonté d'expansion au détriment des grandes puissances eurasiatiques que sont la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et la Corée du Nord. On pourrait ainsi schématiser le conflit diplomatique franco-russe
par la solidarité affichée de la France envers l'Ukraine, considérée comme victime innocente de l'invasion militaire russe en février 2022. On pourrait, dans la même veine, faire droit à l'explication officielle de l'implication forte de l'OTAN, Union européenne comprise, dans la guerre contre la Russie, au nom de la souveraineté territoriale des nations coulées dans le marbre du droit international onusien. Mais ces deux explications ne résistent pas longtemps à la critique. S'il est établi que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, l'OTAN n'a eu de cesse, contrairement à ses promesses de neutralité faites au régime Gorbatchev, de pousser ses tentacules aux portes de Moscou, la volonté russe de stopper la progression hégémonique de l'OTAN jusqu'aux portes de Moscou relève de la légitime défense. Le défunt pape François Ier défraya la chronique au début de la guerre russo-ukrainienne en 2022 en affirmant publiquement que cette guerre était la faute de l'OTAN et qu'elle n'aurait pas eu lieu si l'OTAN n'était pas venue, je cite le pape, aboyer aux portes de la Russie. Quant au sacro-saint principe de la souveraineté des États, les puissances européennes et plus largement occidentales, dans leur histoire de conquête, de traite humaine, de colonisation, d'invasion et d'agression massive d'États étrangers, notamment au nom de la doctrine de la guerre préventive, sont loin d'en être exemplairement respectueuses. L'Afrique n'aurait jamais été soumise aux traites. L'Afrique n'aurait jamais été soumise aux traites, aux conquêtes coloniales, au partage de Berlin, aux invasions et occupations militaires occidentales, aux traités léonins, aux accords de coopération et de défense scandaleux de la France-Afrique, si les puissances occidentales respectaient le principe de la souveraineté des États. En dernière date, les saccages occidentaux de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de la Libye, de la Somalie, du Sahel, à travers les terreaux impérialistes, de la RD Congo ou du Mozambique, à travers les États proxy de l'OTAN et à travers des groupes surnommés djihadistes, n'auraient jamais eu lieu si les puissances occidentales respectaient la souveraineté des États. De telle sorte qu'il faut clairement en revenir au théâtre le plus frontal du duel entre les régimes de la Russie et de la France aujourd'hui pour comprendre les aspirations officielles françaises devant la calme détermination russe. En effet, depuis le 19e siècle, la France, contrairement à la Russie, s'était emparée par des conquêtes coloniales barbares de nombreux territoires en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans les îles des océans Atlantique et Indien, y compris en Amérique et en Asie. Par la magie de l'accaparement colonial, la France, devenue une puissance océanique, avait comblé son handicap territorial face à l'immense Russie continentale. C'est ainsi que la France, à travers ses départements et territoires d'outre-mer, est aujourd'hui présente sur tous les continents du monde. Cet empire colonial, même après la décolonisation, est demeuré sous influence française, soit à travers l'influence culturelle de la francophonie, soit à travers l'occupation des territoires par des camps militaires français, soit à travers l'arraisonnement de plusieurs économies coloniales africaines sous la férule du franc CFA et de la Banque de France, soit encore à travers des déstabilisations ayant pour but l'imposition de valets du néocolonialisme français à la tête de nombreuses ex-colonies ou territoires sous tutelle française d'Afrique. De facto, la puissance française des 20e au 21e siècle a été essentiellement bâtie sur l'exploitation privilégiée des ressources naturelles, humaines et culturelles de ces anciennes colonies et territoires sous tutelle. Bien que les statistiques officielles françaises aient toujours mis un point d'honneur à minorer, à réduire l'apport du commerce franco-africain à la richesse de la France, les nombreux scandales de la mafia nommée France-Afrique ont fini par dévoiler l'évidence de la dépendance française envers l'exploitation abusive de l'Afrique. De telle sorte que les célèbres propos de l'ancien président français Jacques Chirac sonnent comme une lapalissade devant la montagne de faits scandaleux de l'exploitation éhontée des richesses africaines par les multinationales d'État françaises. Bolloré, Total, Bouygues, Areva, Orange, Orano,
pour ne citer que quelques-unes des plus tristement célèbres sur le continent noir. Le président Chirac, grand exploitant des richesses africaines, avouera en effet, citation, « On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. » Fin de citation. Or, c'est dans cette Afrique longtemps vache à lait de la France que la Russie est repassée à l'offensive depuis quelques années, renouvelant sa mémoire de camaraderie de lutte anti-impérialiste au cœur des Africains et proposant, à l'instar de la Chine, un partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines aux États africains. Des années 40 aux années 80, en effet, l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, était aux côtés de nombreux mouvements de libération anticolonialiste en Afrique. Et la Fédération de Russie sous Poutine a su efficacement réactiver les souvenirs des tranchées de la camaraderie anti-impérialiste partout où la mémoire de cette solidarité a survécu à travers le continent africain. Mieux encore, trouvant les États africains confrontés à une nouvelle vague de déstabilisation conçue par l'OTAN et ses alliés moyen-orientaux au début des années 2000, sous le couvert de soi-disant organisations djihadistes qui ne sont que ses propres mercenaires, la Russie a su prendre fait et cause pour la lutte antiterroriste des États africains, exactement là où la France, l'Union européenne, l'ONU ont lamentablement échoué, faute de réelle volonté d'écraser leurs propres suppôts. C'est ainsi que la Russie a notamment aidé le Mali, le Burkina Faso et le Niger à se débarrasser des troupes françaises nuisibles à la souveraineté de ces pays, mais est aussi au cœur de leurs efforts d'autosuffisance sécuritaire, alimentaire, industrielle et économique dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant plébiscité par la majorité des masses populaires africaines. Au passage, ce sont de nombreuses sources d'approvisionnement de la France en matières premières stratégiques qui tarissent. Le pétrole, le gaz, l'or, le manganèse, l'uranium, le diamant, etc., qui coulaient à flot innombrables des sous-sols de ces pays vers les réserves industrielles françaises ont tari. D'où la terrible crise financière, budgétaire, économique dans laquelle s'enlise la France contemporaine. Cette tendance baissière de l'économie française est d'autant plus incontrôlable que le discours officiel français niait aveuglément la dépendance de l'économie française envers les économies africaines, tout en s'y appuyant mordicus. De telle sorte qu'on sait rétrospectivement que quand Emmanuel Macron disait que l'Afrique est l'avenir de la France, c'est parce qu'il avait pris cruellement conscience que l'Afrique était le présent de cette France jamais décolonisée. On peut donc dire, en conclusion, sans risque de se tromper, que le conflit armé qui oppose aujourd'hui les armées sahéliennes avec les groupes terroristes mercenaires de l'OTAN est indirectement un conflit armé entre la France et la Russie, puisque d'une part, la France soutient activement les réseaux de déstabilisation du Sahel, à l'instar de son rôle majeur dans le saccage de la Libye en 2011 et dans la médiatisation du terrorisme sahélien. Et d'autre part, on voit qu'elle combat donc la Russie qui, elle, soutient directement la lutte antiterroriste sahélienne, y compris par la présence de ses experts militaires aux côtés des armées maliennes, burkinabées et nigériennes en lutte concertée pour leur souveraineté. Les coups durs portés aux organisations terroristes au Sahel sont vécus comme des défaites personnelles à Paris. De même, les coups durs des organisations terroristes contre les populations et les États sahéliens sont vécus comme des victoires personnelles à Paris. Pour le savoir, il suffit de s'imprégner des lignes éditoriales de la presse d'État française, meilleure promotrice des actions des groupes terroristes au Sahel, et en même temps démolisseuse de l'image de marque des gouvernements révolutionnaires sahéliens, traités de tous les noms d'oiseaux dans ces colonnes. Certes, rappelons pour conclure que l'engagement européen, et donc français, sous le diktat américain en Ukraine est l'une des causes évidentes de la crise économique française actuelle. La réduction des flux gaziers et pétroliers russes vers l'Europe se paye d'une crise énergétique aux conséquences terribles pour les ménages français.
avec la hausse fulgurante du coût de l'énergie, c'est l'ensemble de la vie qui coûte plus que jamais très cher aux Français. Mais la perte d'influence en Afrique représente sur le plan économique une perte encore plus grave pour Paris en raison de sa dépendance néocoloniale envers l'Afrique que pour les États européens décolonisés. Cette dégringolade africaine de la France a des conséquences psychologiques, sociologiques, politiques, diplomatiques et géopolitiques qui n'ont d'ailleurs pas fini de révéler leur ampleur apocalyptique. Comment, diantre, aurait-on pu éviter cela en décolonisant en profondeur le modèle français quand on en avait encore le temps? À présent, il se fait trop tard. L'Afrique a tourné le dos au siècle de condescendance, d'arrogance, de mépris et d'exploitation que la classe politique française n'a que trop longtemps été incapable par elle-même d'interrompre. Ainsi va le monde. Fin de l'éditorial que je voulais vous proposer. Je vous remercie de l'avoir massivement partagé. Merci à toutes et à tous de partager amplement cet éditorial qui se retrouvera également dans la presse écrite géopolitique internationale. Merci à celles et ceux qui ont écrit Good Life et qui ont partagé cet éditorial. Après tout ce que l'Afrique a donné, on la remercie en monnaie de singe, on lui envoie les impériaux terroristes. Avant, on lui envoyait des mercenaires et on continue de lui envoyer des mercenaires pour tenter des coups d'État. On a organisé des guerres génocidaires, des conflits intertribaux. On a suscité des guerres interreligieuses, tout ça pour maintenir l'Afrique sous la domination. Les Africains ont survécu à tout cela. La grande nervosité des dirigeants français ne s'explique pas par le seul conflit russo-ukrainien. C'est la perte de l'Afrique. Car en fait, l'Afrique était le poumon essentiel de la puissance française. J'étais ici pendant plus de 10 ans pour leur expliquer de changer de modèle. Ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils sont en train de récolter les fruits qu'ils ont sémés. On nous donne l'impression que c'est le front ukrainien qui est la source de cette nervosité diplomatique française. Ce n'est pas vrai. C'est le front africain. C'est la perte de l'Afrique que la France pensait sa propriété privée. C'est elle qui explique la nervosité des dirigeants français. Mais garde à vue répétitive quand je sors et j'entre, parce que je dis cette vérité. Je leur ai demandé depuis plusieurs années, longtemps même avant que la Russie ne revienne en force dans la coopération avec l'Afrique. Quand j'étais militant du Parti socialiste français, j'ai appelé à démanteler la France-Afrique. Hollande l'a écrit du bout des lèvres dans la proposition 58 de son programme de 2012. Il n'en a rien fait. Dès 2013, il était dans l'arnaque qui a consisté à faire semblant de combattre les terroristes après les avoir armés en Libye contre l'Afrique. Faire semblant de combattre les terroristes au Mali après les avoir armés en Libye contre l'Afrique. J'ai jeté ma carte du Parti socialiste à cette époque-là, après la trahison de François Hollande. Et j'ai compris, une fois de plus, que l'Afrique n'aurait pas d'autre choix que de se battre pour récupérer sa souveraineté. Elle ne lui serait jamais accordée gentiment. Merci à celles et ceux qui partagent cet éditorial. Il m'a été inspiré par la sortie dans la presse du chef d'état-major des armées françaises, annonçant que dans 3 ou 4 ans, il y a un choc
qui va y avoir lieu entre les armées françaises et russes. En réalité, le choc a déjà lieu en Afrique, au Sahel. Et chaque fois que les terroristes perdent, on pleure à Paris. Voilà la vérité. Chaque fois que les terroristes ont leurs croupions qui sont taillés au Burkina, au Mali, au Niger, partout ailleurs, on pleure à Paris. Chaque fois que les terroristes portent des coups durs aux peuples africains, la presse parisienne exulte. Elle leur fait des unes, elle leur fait une pub extraordinaire. Pourquoi? Parce que ces terroristes-là, ils ne travaillent pas pour des intérêts africains, ils travaillent pour les intérêts otaniens, les intérêts néocolonialistes français. Voilà les faits. Je veux en discuter s'il le faut dans un tribunal ici en France. Qu'on me convoque, je viendrai avec les preuves. Elles sont tellement abondantes et sont des preuves officielles françaises. Le soutien au terrorisme. Parce que la Russie soutient les États africains qui veulent récupérer leur souveraineté pour pouvoir commercer librement avec tous les pays du monde. On a ouvert un front contre la Russie en Afrique dans le but de ramener les Africains dans la maison de l'esclavage moderne. Ce qu'on a appelé le précaré, la zone d'influence, etc. Et on ne veut pas que les intellectuels africains fassent correctement leur travail. Aucun intellectuel africain sérieux n'existe actuellement sur la Terre qui n'ait pas documenté cette ignominie, ce scandale, cette injustice. Ne prenez personne au sérieux qui vous dit « je suis intellectuel » s'il n'a pas été capable de nommer ceux qui financent, qui arment, qui médiatisent le terrorisme en Afrique. Ce n'est pas un intellectuel africain. C'est un intellectuel pseudo-africain au service des ennemis de l'Afrique, qui ne va pas nommer ceux qui sont derrière Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui leur donnent la une de leurs journaux, ceux qui leur donnent des armes, le renseignement militaire, ceux qui leur demandent d'aller empêcher notre Mali d'être alimenté en carburant. Oui, si vous êtes incapable de nommer le terrorisme occidental, le néocolonialisme français et leurs agents, les groupes terroristes, vous n'êtes pas intellectuel, vous ne servez à rien. L'Afrique vous a envoyé à l'école pour rien. Vos parents vous ont envoyé à l'école pour rien. Vos diplômes ne servent à rien. You are useless people if you cannot denounce what is happening against Africa. Impérial terrorisme. Voilà. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir partagé ce moment de partage. Merci infiniment. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bonsoir.